bonsoir et bienvenue sur Commode TV ce soir, donc comme tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30, on interviewe des experts, des gens de terrain, des clients, des gens qui sont effectivement pour essayer de faire un retour d'expérience sur ce que c'est que pour vous la transition énergétique, parce qu'effectivement autour de la transition énergétique, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, donc l'idée c'est effectivement de parler de manière décontractée ce soir. Donc on n'est pas dans une réunion de travail, on est vraiment un peu comme le format café-débat, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, c'est pas un grand formalisme, on n'est pas de langue de bois. Le but, c'est de dire, voilà, comme si vous étiez avec des amis autour d'un verre, et puis qu'on vous pose la question sur l'autoconsommation. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire avancer le public. Alors, on n'est pas forcément obligé d'être toujours d'accord sur tout. Donc, il y a des participants, il y a des gens qui sont interviewés ce soir, nos invités, donc David et Alain. Il y a des participants, donc tout le monde peut avoir un avis différent, mais voilà, tout le monde peut poser des questions. Mais de manière, enfin, l'important, c'est de rester cordial et de respecter les avis des autres, de manière à ce qu'on puisse échanger et de confronter différentes visions de ce que c'est que cette transition énergétique et comment vous la vivez. Et puis après, c'est ce partage qui pourra effectivement rendre cette émission intéressante. Donc voilà. Donc j'ai prévu des questions, effectivement, pour David et Alain. Donc, je vais vous les poser et à chaque fois, vous répondrez un petit peu, une fois l'un, une fois l'autre, sur les mêmes questions. Et bien sûr, à tout moment, les gens qui sont en direct peuvent poser des questions. Donc, soit ils peuvent poser une question en activant leur micro, en pensant bien à désactiver leur micro quand ils ne parlent pas, pour pas qu'on entende les bruits qui sont derrière eux. Ou alors, ils peuvent nous envoyer des messages par chat, et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de relayer ces messages de manière à pouvoir poser ces questions à nos invités. Donc, merci David et Alain d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour aider effectivement à nous aider à comprendre un petit peu la vision terrain de ce que c'est qu'une personne qui utilise l'autoconsommation. Donc, je voulais commencer peut-être par David. Présentez-vous rapidement. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un autoconsommateur? Mais en gros, vous habitez dans quelle région? De manière assez grossière, enfin sans être très précis. Et puis, qu'est-ce que vous avez comme matériel et qu'est-ce que vous produisez comme énergie? Voilà, en gros, en deux mots. Alors, bonjour. Déjà, je m'appelle David Scarzello. J'habite dans le sud de la France, mais en fait, dans la région toulonnaise, près de la ville de Hyères. J'ai des panneaux solaires, enfin historiquement j'ai des panneaux solaires depuis 2009. J'étais pas les premiers, mais dans les premiers à avoir les contrats EDF en revente Ah oui, pure. oui. Ah oui, 2009, ouais, c'est les pionniers, ça, ouais. Voilà, en revente pure, ben oui, en revente pure avec des prix au kilowatt entre 65 et 70 au kilowatt en rachat. Ouais. Et donc, depuis 2009, donc, j'ai eu un retour d'expérience assez important donc, sur un pan de mon toit, le pan sud, puisque j'ai un toit en 4 pentes, où on m'a installé donc 2200 watts, donc 10 panneaux de 220 watts, parce qu'à l'époque, les panneaux étaient moins puissants Et oui, que maintenant. c'est vrai. Voilà. Et puis aussi, ils avaient un petit inconvénient aussi, c'est qu'il y avait un seul onduleur et que donc du coup, qui marche toujours d'ailleurs très bien, je touche du bois parce qu'on est en 2021 et il y a toujours un très bon rendement pour ces panneaux-là. Donc ça fait 12 ans que je fais de la revente pure pour EDF avec ces panneaux-là. Donc j'ai un contrat jusqu'à 2029, c'est un contrat de 20 ans. Ouais. Et donc depuis 2 ans, là, donc j'ai fait rajouter pour faire de l'autoconsommation, là 6 kilowatts sur le toit. Donc là D'accord. forcément, j'ai pas j'ai perdu un peu une orientation. Disons que j'ai un pan est-ouest et un pan sud D'accord. sur le garage. D'accord. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là, donc il y a 2 ans, qu'on m'a installé en même temps la coproite, donc la société qui m'a D'accord. installé les panneaux m'a installé en phase au niveau de la technologie des panneaux solaires et comme moi, en parallèle pour gérer les appareils, on va dire, entre guillemets, énergivores et avoir aussi une supervision sur l'ensemble du réseau de la maison pour tout ce qui était ce que produisait le solaire, ce que je consommais, ce que consommait la maison et avoir un ratio donc, que je suis assez souvent parce que je suis assez souvent sur l'application de Comwatt. La D'accord. personne qui m'avait installé les panneaux qui est de la région de Montpellier, était un de vos, entre guillemets, développeurs, enfin un peu dans la firme Comwatt. Et donc, du coup, depuis, ça marche très bien. Bon, j'ai l'un dans l'autre. Donc, avec le recul depuis 2009, je vois que les panneaux solaires ont une très, très bonne, un très, très bon rendement, puisque je suis toujours à plus de 85%, 90% les premiers panneaux de 2009.
oui, de 2009. Mhm. Et pour le reste, donc, bon, j'aurais un meilleur rendement si tout était au sud, c'est sûr. Mais là, bon, vu la région où j'habite et l'exposition, j'arrive quand même à avoir bien fait baisser ma consommation par rapport à la taille de la maison. Voilà. Ok, ok, merci David pour cette présentation globale, c'était très bien, c'était très clair. Alain, à votre tour, donc présentez-vous rapidement, sommairement, voilà. Alors moi, je m'appelle Alain Buisson, j'habite dans le Gard, près de Nîmes. D'accord. Donc, contrairement à David, moi, j'ai pas voulu faire le saut de la revente pure dès le départ. Et c'est quand j'ai appris qu'il y avait la possibilité d'autoconsommation que j'ai fait le pas pour passer sur des panneaux solaires que j'ai fait installer. Moi, les premiers, je les ai fait installer. Alors, j'ai fait installer 10 panneaux solaires. Ouais, ils font 290 watts, les panneaux solaires. Hein. J'ai fait installer ça en juillet 2017. D'accord. Ok. Juillet 2017, je me suis aperçu très vite que j'avais fait une bêtise et j'aurais dû en installer plus. Donc j'en ai fait rajouter 5 en décembre 2018. Voilà, D'accord, et d'accord. dès le départ, on m'a installé donc le Comwatt qui m'a permis effectivement de gérer certains appareils et puis de mesurer le gain, etc. Et Ok. moi, personnellement, j'ai un gain global donc entre les panneaux solaires et le Comwatt de 40%. D'accord. Ok, ok, ok. Très bien. Merci Alain pour cette présentation globale. Alors, on va rentrer maintenant dans les questions. Alors, première question, c'est, Alain, restez avec moi, on va continuer, après on passera une question pour David. Alain, qu'est-ce qui vous a déclenché de passer, est-ce que vous vous rappelez le moment où vous avez décidé de passer à l'autoconsommation? Est-ce que c'est suite à un article de presse? Est-ce que c'est suite à une discussion avec un ami? Est-ce que c'est suite Non, à Internet? Comment l'idée est venue chez vous et comment elle a mûri? ben, je ne connaissais pas l'autoconsommation et je l'ai découvert lors de la foire de Nîmes. D'accord. Dans Ok. la foire de Nîmes, je suis passé, bon, comme dans toutes les foires, on vous accroche à chaque fois. Ouais. On m'a dit, vous voulez pas des panneaux solaires? J'ai dit, non, non, je veux pas de panneaux solaires, je veux pas défaire mon toit, je veux pas tout ça. Et on m'a dit, mais non, mais c'est pas ça. Donc maintenant, vous consommez l'énergie que vous produisez. Alors, ça m'a intéressé, j'ai écouté et puis donc j'ai fait faire des études et c'est comme ça que je suis passé à l'autoconsommation. D'accord, d'accord. Donc, ok, très bien. Et vous, David, alors, comment vous êtes passé à l'autoconsommation? Alors, moi, en fait, c'est par un ami. J'ai un ami, en fait, qui habite pas très D'accord, loin de chez moi, qui m'en avait parlé une fois. Bon, moi, d'accord. j'avais déjà le retour d'expérience de la revente pure. Bon, pour répondre à Alain, je comprends aussi, à l'époque, sa réticence. Moi, en fait, j'avais basculé dans la revente pure pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à l'époque, il y avait 50% de crédit d'impôt. La deuxième aussi raison, c'est que la région, enfin ma région, la région PACA à l'époque, la seule année d'ailleurs où j'ai eu de la chance, a donné une aide en plus, m'a financé encore une partie des panneaux solaires. Donc finalement l'amortissement avec le prix du kilowatt que me rachetait l'EDF, ça a été divisé par deux et quasiment en 6 ans, j'avais amorti déjà l'installation alors que j'avais un contrat de 20 ans. Sachant que, comme je vous dis, le kilowattheure, il est racheté quasiment 70 centimes le kilowatt. Ah Si ouais, on prend c'est le jour énorme. d'aujourd'hui, c'est 6 fois ce que vous avez en heure 13 en ce moment en consommation. Ouais, Donc ah là, non, c'est c'était énorme. pour la partie donc, revente. Par contre, pour la partie autoconsommation, j'étais un peu quand même sceptique parce que bon, je voyais quand même un peu le rendu qu'il y avait. Mais j'ai quand même sauté le pas parce que c'est vrai que je pensais que, bon, dans le temps, c'est vrai que l'amortissement est beaucoup plus long parce qu'on ne parle pas de même retour. Parce que même si on consomme, on dit toujours qu'on consomme l'énergie qu'on produit, certes, mais à l'instant T, on en revend quand même pas mal une partie à l'EDF, quand même, si on regarde sur l'année complète. On ne consomme pas à l'instant T. Je prends par exemple l'exemple de l'été ou même en ce moment où au mois de juin, on a des bons mois et des belles journées d'ensoleillement. On voit quand même qu'il y a une bonne partie que la maison consomme, certes, mais qu'il y a quand même une partie qui est non négligeable, quand même, qui est revendue à l'EDF. Donc j'ai quand D'accord. même sauté le pas parce que je trouvais l'initiative intéressante. Et puis aussi parce que c'est vrai que l'amortissement, même s'il était plus long, comme a dit Alain, et à juste raison, le pourcentage par rapport au prix de l'EDF qui va continuer à monter, l'énergie, c'est ça qui m'a vraiment dit, bon, mais c'est quand même toujours ça de gagner. Et le kilowatt continue à monter. J'ai dit, bon, j'ai choisi de le faire. Mais j'ai quand même choisi en parallèle de choisir aussi essayer de trouver le meilleur fournisseur d'énergie
pour avoir le maximum d'heures, enfin, comme j'ai contrat heure creuse, heure pleine, un maximum d'heures creuses pour pouvoir justement aussi jouer sur l'achat d'électricité aussi pour être le plus rentable possible. Bon, moi, je prends un exemple pour mon cas, pour la maison, Alain il est autour de 40%, moi je suis un poil plus, autour de 45%. Mais par contre, là où j'ai réussi à trouver, c'est que j'ai trouvé un contrat d'énergie aussi où j'ai quasiment tous les week-ends en heure creuse, toutes les nuits, tous les week-ends en heure creuse. Voilà. Et donc là, vous êtes chez qui? J'ai fait déjà un retour sur 2 ans. Chez Engie. Engie, ok, c'est l'offre week-end, Engie. Ouais. Voilà, que j'ai depuis 2 ans. Donc, j'ai fait des tableaux. Je me suis un peu intéressé aussi au coup et j'ai gagné quasiment, là, pour une maison, je suis en ce moment avec la clim et tout compris toute l'année, parce que la maison est chauffée par un place chauffant et refroidit la clim, donc l'été et tout l'été, plus la piscine et la taille de la maison qui est assez grande, je suis à 80 € d'électricité, quoi. Donc 80 € de quoi? Par rapport à quoi? 80 € par rapport à avant où j'étais à plus de 170 €, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Sans la clim. Bon. Donc j'ai quand même gagné pas mal avec entre les panneaux solaires plus là comme moi, toi, là, qui fait le reste. Ouais. Donc oui, vous avez plus que divisé par 2. Ok, je comprends. Et très bien. Donc du coup, effectivement, du coup, vous avez regardé quand est-ce que vous consommez votre énergie, le week-end, etc. Donc ça vous a permis de faire des calculs, savoir est-ce que c'était intéressant de prendre l'offre d'Engie, parce que c'est vrai que en tant que consommateur, c'est pas forcément toujours facile, parce que les fournisseurs, il y a une cinquantaine de fournisseurs d'énergie, il y a une cinquantaine de concurrents à Engie et EDF. Ils ont chacun 5 ou 6 tarifs différents, et donc c'est quand même compliqué, effectivement, sans aucun moyen de mesure, de se rendre compte à qui est-ce que l'offre est adaptée ou pas, et où effectivement vous pouvez avec la box, vous pouvez voir ça, etc. Ok, très intéressant. D'ailleurs, on pourra parler tout à l'heure un peu plus tard. Je ne sais pas si vous connaissez, David, vous qui avez fait le tour des fournisseurs d'énergie, l'offre de Barry. Je ne sais pas si vous voyez l'offre Barry, qui c'est? J'en ai entendu parler où on achète l'énergie à la valeur, on va dire. Instantané. Au moment où on se parle, voilà. Donc du coup, c'est une offre qui est assez récente, qui date du mois de mars. Donc, alors effectivement, là aussi, ça demande, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il faut regarder donc sur 24 heures le prix de l'énergie. Alors, en général, quand elle est chère, c'est le prix d'EDF, et après, en général, elle est en général moins chère que EDF. Mais donc après, nous, on est en train de travailler. Pour l'instant, c'est pas encore des fonctionnalités comme Watt, mais bientôt, vous pourrez avoir le choix de pouvoir aussi dire à votre box de prioriser. Soit effectivement, aujourd'hui, elle est calée sur prioriser le solaire, parce qu'aujourd'hui, il y avait 2 tarifs. Nous, dans notre monde de Comwatt, il y a 2 tarifs. Il y a le tarif solaire où l'énergie est produite et les moments où l'énergie vient du réseau. Et bientôt, avec les gens qui sont chez Barry, où il y a aussi Leclerc qui va proposer, donc Leclerc, les supermarchés qui sont aussi devenus un fournisseur d'énergie, vont proposer aussi une offre un peu dynamique. Et là, nous, on pourra bientôt augmenter vos économies en allant chercher l'énergie quand elle n'est pas chère. Effectivement, nous, avec, par exemple, le dimanche, où il y a une faible consommation française, c'est assez souvent que effectivement l'énergie est plus chère. Donc c'est pour ça que des gens comme Engie font des prix intéressants le dimanche, le week-end. Mais là, des fois, Barry, carrément, on voit sur l'application, le mobile, c'est carrément un prix négatif. Donc, du coup, ça, c'est vraiment curieux de voir un petit peu. Et en général, c'est corrélé avec les énergies renouvelables. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, si le sujet vous intéresse, on ne va pas en parler ce soir parce que c'est quand même pas l'objet de parler de Barry. On a fait un café débat et on a invité le patron de Barry France qui est venu discuter avec nous de ça. Donc, je vous invite de chercher dans le site internet de Comwatt et toutes les vidéos de toutes les replays de différents cafés débats. Et vous verrez, il explique son principe et c'est assez intéressant. Moi, j'ai testé. Alors, il faut faire attention parce qu'en ce moment, par exemple, l'énergie, depuis 3 semaines, il y a beaucoup de maintenance sur la centrale nucléaire, donc l'énergie est un peu chère. Mais sur l'année, Barry annonce que les gens pourront faire au moins 30% d'économie par rapport à un tarif où les gens restent au tarif conventionné EDF. Voilà. Très bien. Juste une question, pour revenir juste à ça, avant de fermer la parenthèse. Et ça concerne les heures creuses heure pleine, Barry, ça marche comment le principe juste, En fait, le principe, en 2 mots, c'est qu'ils vous disent tous les jours, sur 24 heures glissant, sur les 24 prochaines heures, ils vous disent à combien sera le prix du kilowattheure, heure par heure. Donc voilà, donc c'est encore plus loin que les heures pleines, heures creuses, c'est à chaque heure, il y a un tarif différent. Et effectivement, quand vous lancez si vous lancez des équipements, un lave-vaisselle, un lave-linge, ou une pompe à chaleur, ou une piscine, etc., vous pouvez regarder en fonction de. Donc voilà, mais je vous invite franchement à aller voir la vidéo, on l'explique bien, et c'est assez intéressant. Et c'est quelque chose qui
qui débute. C'est assez récent. Il n'y avait pas d'offre dynamique actuellement en France avant le mois de mars. Donc, c'est Barry le premier. Barry, c'est la filiale d'un groupe finlandais. Et en Finlande, 70%, 80% des gens sont à la facturation dynamique. Donc, eux, ils arrivent, mais eux, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Et là, il y a Leclerc qui va le faire à partir de septembre. Donc, on peut se préinscrire. Et ensuite, il y a, à partir de janvier, tous les fournisseurs d'énergie, tous, auront l'obligation d'en avoir au moins une offre à leur catalogue. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'Europe qui pousse ça, parce que ça incite les gens à moins consommer quand l'énergie est chère, et plus consommer quand elle n'est pas chère, parce que quand elle est chère, elle est souvent carbonée. Donc, c'est aussi une manière d'aller consommer l'énergie qu'on produit tous, et que quand il y a un pic de consommation et qu'elle est très chère à 19h, et ben à ce moment-là, on évite de consommer trop. On peut consommer un peu avant, un peu après, mais pas forcément à 19h. Faire chauffer votre ballon d'eau chaude. Vaut mieux le mettre effectivement soit en heure creuse, soit à l'après-midi, en heure solaire. Mais c'est quand même dommage de le faire à 19h parce que c'est là où ça pose le plus de problèmes au collectif. Donc voilà, donc c'est une nouvelle manière de consommer l'énergie et ça va devenir assez banal, je pense, dans quelques années. Voilà. Alors moi, je peux juste te dire un mot. Oui, Alain. J'ai le tarif tempo, c'est-à-dire que déjà j'ai des jours bleus, blancs et rouges en fonction des consommations prévues par EDF. Voilà. Effectivement, avant il y avait les heures pleines. Les tarifs rouges, c'est 6 fois le prix normal, quoi. Ouais, c'est clair. Donc moi j'évite déjà, j'ai déjà ce réflexe de dire attention, les jours rouges, je consomme pas. Ouais. Non, mais voilà, c'est qu'en fait, c'est vrai que plus on va mettre d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, plus effectivement il va y avoir parce que les énergies renouvelables, on ne décide pas quand est-ce qu'il fait beau, quand est-ce qu'il y a du vent et quand est-ce que les énergies déboulent sur le réseau. Donc effectivement, avant il n'y avait pas forcément besoin il y avait les tarifs EJP, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était avant le tempo, après c'est devenu le tempo. Après il y a aussi les tarifs spéciaux que David nous a parlé, c'est les tarifs du week-end. Donc c'est vrai que ça devient compliqué, mais c'est effectivement les tarifs dynamiques, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et qui bientôt vont remplacer tous ces offres-là. Il y aura une heure, voilà. Donc après, il y a différentes manières de le gérer, soit les gens qui ont des box, ceux qui n'ont pas de box. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de box, ça va être plus compliqué parce qu'ils vont devoir faire plus de boulot, parce que c'est vrai que autant on peut automatiser l'asservissement d'une clim, pompe à chaleur ou d'un ballon, autant tous les jours aller voir, c'est un peu plus compliqué, un peu plus prenant. Donc c'est des choses, mais on va apprendre à vivre avec. Et après, bon, je pense que ça, c'est des choses qui sont banales dans quelques années. Très bien. Alors vous, effectivement. Alain, on va parler un peu de la boxe maintenant. Comment la boxe, comment elle vous aide concrètement à optimiser l'énergie que vous consommez sur place? Comment vous en servez? Est-ce que vous allez l'avoir une fois par semaine, une fois par mois? Comment vous avez paramétré au début? Enfin, comment vous vivez avec la boxe, Alain? Alors, moi, j'ai plusieurs types de prises, etc. Donc, j'en ai qui sont uniquement pour que je puisse regarder quelles sont les puissances consommées. Et il y en a d'autres qui paramètrent exactement l'utilisation de mes appareils. Entre autres, par exemple, tout ce qui est lave-linge, tout ce qui est lave-vaisselle, les pompes pour ma piscine, la pompe à chaleur de ma piscine également, sont paramétrées en fonction alors, elles ont des plannings différents, entre autres, entre l'hiver et l'été, il n'y a pas les mêmes plannings non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en automatique. Par contre, je vais pratiquement tous les jours sur la Comwatt. D'accord. Pour, par moment, forcer par exemple, je sais pas, j'ai du monde, le lave-vaisselle se déclenche pas, je peux aller le déclencher en mode manuel, d'accord. Manuellement. D'accord, très bien. Et du coup, depuis que vous avez effectivement regardé un petit peu votre consommation en temps réel, vous la voyez évoluer, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos consommations par rapport à avant? Avant, vous n'aviez pas d'appareil de mesure, c'est comme si vous n'aviez pas de tableau de bord. Maintenant, vous avez un tableau de bord et que vous allez le voir régulièrement. Et qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans la découverte de votre consommation d'énergie ou finalement vous n'avez pas été étonné par votre consommation? Enfin, dites-moi. Pas particulièrement parce que je faisais déjà quand même relativement attention et je regardais, je suivais ma consommation globale puisqu'à l'époque je n'avais pas de consommation appareil par appareil. Ce qui m'a peut-être le plus étonné, c'est les consommations de petits appareils auxquels on ne pense pas forcément.
Entre autres, j'ai un gros congélateur que j'ai récupéré, qui est un gros congélateur, et je trouve qu'il consomme énormément. D'accord. Sinon, je ne m'en serais pas inquiété plus que ça. D'accord. Alors, nous on a souvent le cas de clients où effectivement les congélateurs, des fois qui sont pas forcément, enfin des fois il y a des problèmes de thermostat qui restent bloqués, qui sont complètement grippés, et du coup ils tournent souvent, donc il fait vraiment beaucoup de froid, mais ils tournent en permanence. Et quand on compare avec d'autres congélateurs, on peut découvrir que ça peut créer des problèmes. Ça. Donc, oui, alors par contre, la Comwatt m'a servi parce que dessus j'ai mis un planning. Comme, je l'interromps une demi-heure. D'accord. Et je laisse fonctionner après 1 heure. Donc, j'ai pas perdu de froid. Mais par contre, pendant une demi-heure, il n'a pas consommé. Oui, je comprends. Ouais, effectivement, ça permet effectivement de réguler. Ouais, effectivement, il faut faire attention, mais c'est une manière comme une autre de comparer. Très bien. Après, peut-être qu'effectivement, à terme, idéalement, ce serait de retrouver. Ouais, mais c'est vrai que après, quand c'est un vieux congèle, c'est vrai qu'on se dit le faire réparer, c'est toujours un petit peu plus. Ça peut coûter cher. Ouais. Non, mais c'est le moyen, oui, vous avez trouvé une bonne idée pour éviter la réparation et de réduire la facture, et puis sans avoir de problème, parce que c'est vrai qu'un congélateur, en cas de panne de courant, il peut tenir, voilà, il n'y a pas de risque sanitaire avant plusieurs heures, donc voilà, il n'y a pas de gros risque de le couper pendant une demi-heure régulièrement. Voilà, j'ai regardé à chaque fois pour qu'il ne descende pas en dessous de moins 15 ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, c'est clair. Non, mais, nous, on avait regardé un peu les congélateurs, les A+, on pouvait les couper, on a regardé dans les docs techniques donnés par les fabricants, pour les couper 25 heures sans risque sanitaire. D'accord. Donc, mais pour les A+, les plus récents, donc après le vôtre, je ne sais pas de quel âge il a, mais voilà. Mais en gros, voilà, sur les congélateurs, en général, c'est plutôt des appareils qui sont bien isolés, donc il y a une bonne inertie. Très bien. Ok. Et vous, David, alors comment vous vivez avec votre box? Comment ça se passe? Comment la box vous aide à faire des économies, David? Alors moi, la box, faut savoir que j'ai la box, et après j'ai 1, 2, 3, je dois avoir 4 prises. Donc il y en a une qui est sur le lave-linge, une lave-vaisselle, un déshumidificateur, parce que j'ai une partie un peu toute seule, du coup, où il y a un déshumidificateur qui tourne assez souvent, même si c'est pas un gros modèle, pas très énergivore, mais ça permet quand même de réguler. Et puis la dernière prise, elle est sur, je dis 4. La vaisselle, lave-linge, le déshumidificateur. Ah oui, et un sèche-serviette. Voilà. D'accord. Un sèche-serviette qui est pas super puissant non plus, mais par contre, la Comwatt, le seul petit truc que j'y reproche, que j'ai eu par retour par rapport à la machine à laver, c'était le problème. Bon, là, on l'a changé maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, on a une machine à laver, on va dire, plus ancienne. Et c'est vrai que par moment, quand je la laissais réagir par rapport au solaire, il arrivait, vous savez, quand on met le produit de lessive, ma femme m'a fait assez remarquer, elle me dit c'est pas trop intéressant. Parce qu'elle démarrait un cycle, mettons, elle mettait le produit, et au bout d'un moment, ça s'arrêtait parce qu'il n'y a plus assez d'énergie. Donc, on s'arrêtait un peu au milieu du cycle de nettoyage. Et du coup, c'est vrai que par rapport au linge et tout, on avait la lessive qui se mélangeait pas super bien. Et peut-être que là, comme moi, tu allais redémarrer 1 heure ou 2 après, parce que le solaire, ça y est, il y en avait assez, on pouvait y aller. Et donc, du coup, là, ça n'a pas été. Donc là, j'ai repris un peu à la main, comme Alain le disait. C'est-à-dire, je le fais un peu plus moi volontairement. C'est-à-dire que quand je vois que le solaire produit assez et que je sais combien consomme à peu près la machine à laver, c'est moi qui la déclenche volontairement en regardant le tableau de bord. Et puis, je sais, mettons que les horaires, toujours entre 10h midi au niveau du solaire, surtout en ce moment, on a amplement de quoi alimenter. Et après, dans la planification de la Comwatt, moi, ce que j'ai mis toujours en paramétrage un peu par défaut, c'est les heures creuses, bien sûr, le soir. Je sais que si dans la journée, j'ai pas eu assez de soleil, je sais que voilà, le soir, elle va allumer et tout ce qui n'aura pas pu tourner dans la journée va déclencher la nuit. D'accord. Voilà. Ah ouais, mais par contre, ce que je trouve, à contrario, ce que je trouve bien, c'est d'avoir cette supervision justement des appareils, moi, les pompes à chaleur, les planchers chauffants, combien ça consomme, tout ce retour d'expérience qu'on n'avait pas avant parce qu'on ne sait pas forcément, et même la globalité de la maison, savoir combien consomme la maison sur une semaine, dire il y a eu tel jour. Donc, on a vraiment rendu des informations qu'on n'avait pas avant, quoi. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et après, le lissage sur l'année, bon, ça, c'est plus ou moins vrai par rapport au pourcentage de ce qui a été produit en autoconsommation et ce qu'on a consommé avec le réseau. Ça, c'est super intéressant à avoir aussi en retour. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est vrai que c'est super. Voilà, c'est bien. D'accord. Ok, très bien. Alors juste un petit retour, David, par rapport effectivement au problème que vous aviez sur votre lave-linge avec un problème de lave-linge qui se coupait en plein milieu. Parce qu'en fait, nous, on a 2 types d'équipements. Il y a des appareils qu'on peut couper plusieurs fois, comme un cumulus par exemple. Un cumulus, on peut le couper 10 fois. Ce qu'il faut, c'est qu'il tourne pendant 3-4 heures par jour, mais il peut le faire en plusieurs fois.
Alors qu'effectivement, un lave-linge, un lave-vaisselle, effectivement, nous, dans les algorithmes, c'est prévu qu'on ne peut pas les interrompre parce que ça crée sinon le problème que vous avez dit, où une vaisselle va rester à moitié sale. Et donc, normalement, c'est pas fait pour ça. Donc, du coup, normalement, dans l'interface, alors on ne va pas le faire maintenant parce qu'on est quand même, c'est pas le but, mais vous pourrez peut-être appeler peut-être demain la hotline. Ils vous diront effectivement que quand on va sur l'interface et qu'on va dans l'appareil, il y a une case qui s'appelle interruptible. Il faut la décocher pour dire que cet appareil n'est pas interruptible. C'est-à-dire que quand il est lancé, il ne faut plus l'arrêter. Même s'il y a un nuage, tant pis, on sera un peu plus d'énergie non renouvelable, mais c'est pas grave. Donc du coup, il y a peut-être un petit réglage qui effectivement qui a peut-être dû sauter ou qui a été mal fait au début. Donc voilà, qu'il faudra peut-être qu'on corrige. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous avez la moindre question. Le support, il est vraiment fait pour là. Ok, merci pour David. Merci pour l'info en tout cas. Oh, ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci David. Juste, alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à votre consommation? Est-ce que par rapport à ce que vous deviniez, vos appareils, votre chauffage, votre eau chaude, c'était clair pour vous la répartition ou vous avez appris des choses au fil du temps? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, David? Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'étais surpris dans le bon sens, c'est de la consommation de, justement, encore une fois, je reviens, c'est eux qui consomment le plus d'hiver des planchers chauffants. Parce que je pensais qu'ils consommaient quand même beaucoup plus que pompe à chaleur, plancher chauffant. Je pensais qu'ils consommaient quand même plus que ça. Et donc, j'étais vraiment surpris. Et pour aussi le sèche-serviette, même s'il tourne aussi à des heures qui sont un peu définies, l'hiver, bon, je parle toujours des hivers parce que c'est vraiment les mois les plus délicats. C'est qu'en ce moment, l'autoconsommation, c'est plus simple parce qu'on produit plus, c'est plus. Mais quand on arrive les mois de novembre, décembre, c'est là où il faut être un peu plus fin pour gérer parce qu'il y a moins de soleil, les journées sont plus courtes. Oui. Et les nuits sont là et justement les moments entre guillemets, où on a besoin de plus d'énergie, c'est là quoi, les chauffages. Donc là, par rapport au rendu d'hiver, j'ai quand même trouvé que les appareils que je pensais plus énergivores l'étaient pas tant que ça et c'était assez raisonnable au niveau de ce que les températures de réglage. Quand on dit il est à 1 degré, pas monter trop haut. Et là, justement, là, comme moi, ça permet de vraiment avoir ce retour, de dire, bon, ben, si on met à 22 ou à 23 dans la maison, ou si on met à 21, qui est quand même agréable au niveau du chauffage, on voit quand même qu'il y a un gain d'énergie. Et là, comme moi, justement, voilà, m'a surpris par rapport à ça, parce qu'on l'entend des fois dans les médias, mais bon, c'est pas perceptible forcément sur la facture, sur un mois ou lycée sur 2 mois quand on a les factures tous les 2 mois. Mais là, comme moi, c'est vrai que ça a permis vraiment de voir ça quand on le lit sur une semaine ou deux. Donc voilà, par rapport à ces consommations, j'étais surpris voilà, de voir ces écarts. Et puis après, voilà, par rapport aux appareils, justement, les nouveaux appareils qu'on dit toujours A++, avec en plus maintenant une nouvelle norme européenne. Et là, j'ai vu aussi que les lave-linges ici, il y avait des gros efforts de fait, parce que quand on voit combien ils consomment un lave-linge au jour d'aujourd'hui, c'est rien, quoi, par rapport à. C'est vraiment pas grand-chose. Et du coup, ça aussi, ça m'a permis de voir les vraies consommations des appareils entre les anciennes générations, quand on change son lave-linge que j'avais avant, moi, avec la Comwatt aussi, et la nouvelle génération. Et là, on voit vraiment les écarts qui sont énormes, avec en plus des capacités plus grandes. Voilà. Ouais. Non, c'est sûr, on voit vraiment, parce que c'est vrai que nous, on a vu ça avec pas mal de nos clients, qu'il y avait des écarts parfois entre les fiches techniques données par les fabricants, sur les fiches techniques données par effectivement les fabricants de frigos et les vraies mesures qu'on fait. Donc ça permet effectivement d'objectiver un petit peu comme nous, on a eu on en parlera peut-être, on fera peut-être une newsletter un jour là-dessus, sur effectivement l'effet Volkswagen qui avait communiqué sur un taux de CO2 qui n'était pas exactement celui qui mesurait dans la vraie vie. Ben nous, c'est pareil, quand on commence à faire des études d'analyse sur les consommations, on commence à avoir pas mal de clients, donc on commence à pouvoir les comparer, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a la donnée donnée par le fabricant, puis des fois, le consommateur, il mesure autre chose, parce que dans la vraie vie, les gens, ils font pas un dégivrage tous les jours de leur frigo, leur lave-linge, c'est pas de l'eau voilà, qui arrive à une température qui est là, toujours la même. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui dans la vraie vie, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voilà, de pouvoir faire ses propres mesures et de se rendre compte par soi-même et faire ses propres calculs. Donc c'est vrai que il y a que ça de vrai, quoi. Très bien, merci beaucoup David pour ce retour. Contrairement à David, moi ma plus forte consommation c'est l'été, parce que il y a la piscine, il y a le chauffage de la piscine, il y a la climatisation, que tout ça je n'ai pas l'hiver, et moi j'ai plus de problèmes l'été pour pouvoir calculer. Lancer un lave-linge ou je sais pas, enfin des choses comme ça, j'ai plus de problèmes l'été que l'hiver. D'accord, et en fonction des physionomies des maisons. Ok, je comprends. Après, je rebondis sur Alain, juste pour. Il a raison aussi, parce que j'ai un peu la même configuration de ce que j'ai écouté d'habitation par rapport aux installations qu'il y a. Je suis d'accord avec Alain aussi, mais c'est vrai que
on a un peu, vu que les journées sont quand même plus grandes et tout, même si on consomme un peu plus, Oui, bon, on a quand même plus de flexibilité un mois de juin, juillet à gérer oui. de consommation que le mois de novembre, qui pour moi, novembre-décembre, quand on regarde d'ailleurs sur la courbe annuelle de la Commoite, on voit vraiment que novembre-décembre, Oui, on est oui. Oui, on a les oui. pâquerettes. Et bon, cette année, ceci dit, le mois d'avril et de mai n'a pas été non plus super fameux au niveau de l'ensoleillement. Mais c'est vrai qu'Alain, il a raison. Mais moi, j'aurai toujours ces mois de novembre-décembre qui déjà, bon, c'est vrai que sont toujours des journées plus courtes. Et moi, c'est vrai que les clims, comme elles ont été installées il n'y a pas longtemps, finalement, par rapport à mon plancher chauffant qui est plus ancien, c'est lui qui demande un peu plus de consommation. Mais c'est vrai que la pompe de la piscine, elle n'est pas négligeable, sachant que l'été, elle tourne quand même toute la journée, vu Ouais. les températures qu'il fait. Donc, Ouais. Alain a quand même raison, je le rejoins quand même. Mais moi, j'ai quand même plus l'œil sur la partie hiver qui, pour moi, voilà, l'autoconsommation. Si on devait la vendre l'hiver, on aurait plus de mal avec des consommateurs. Si on devait monter les vrais croquis d'hiver, et encore, on habite des régions du sud. Alain, il habite à Nîmes, moi, j'habite dans la région toulonnaise. On Ah, n'est quand même pas les plus mal lotis. Non, Mais arriver à vendre du solaire au mois de novembre dans des régions qui sont vraiment pas ensoleillées, je pense que ça serait plus délicat pour les commerciaux, quoi. Voilà. oui, non, mais c'est sûr. Mais après c'est vrai quand on voit que l'Allemagne, ils ont mis ils sont 60 gigawatts de solaire, alors que nous, on en est à 10. Hein, et alors qu'en Allemagne, il y a 30% de soleil de moins qu'en France. Hein, donc du coup, ben, la méthode, c'est de mettre plus de panneaux, en fait. Effectivement, comme les panneaux ont beaucoup baissé, donc ce que font les Allemands, c'est qu'ils mettent plus de panneaux. Et en mettant même s'ils ont 30% de soleil en moins que nous, s'ils mettent 30% de panneaux en plus, et ben, ils produisent 30%, enfin autant que vous. Voilà. Mais effectivement, on n'est pas tous égaux devant le soleil. C'est vrai que à Toulon et dans le Gard, on est quand même privilégiés. On a moins besoin de mettre beaucoup de panneaux que les gens qui habitent en Allemagne ou qui habitent dans le nord de la France. Ça, c'est clair. Alors, il y avait une remarque de Michel qui sur le chat qui dit que voilà. Alors, elle nous reprend sur le fait de parler de vente. Alors, quand on vend le surplus, vous avez employé le mot revente. Et donc, elle insiste pour dire non, c'est pas la revente, parce que vous ne l'avez pas acheté pour revendu, vous ne l'avez pas acheté au soleil, c'est-à-dire que vous n'avez pas donné d'argent au soleil pour la revendre à EDF. Donc, c'est vrai que c'est un abus de langage qu'on fait tous. C'est vrai que moi aussi, des fois, je fais prendre. Donc, voilà. Mais merci Michel pour ce. Donc, on parle bien de vente et pas de revente. Tout à fait. Ouais, voilà, on fait tous cette erreur. Ensuite, oui, David, Pardon, je vous en prie. ceci dit, quand même, je trouve quand même que le prix de rachat, ou d'achat, pardon, d'achat d'EDF du kilowattheure, je trouve ça exagéré quand même, parce que 10 centimes le kilowattheure, c'est vraiment exagéré parce que on incite les gens à l'installation quand même de panneaux solaires, et je pense que là, tout le monde me rejoindra. C'est un investissement qui est quand même hyper important. Moi, c'est ce qui a Ouais. pu peut-être me dissuader à un moment parce que l'amortissement, comme j'en reviens dessus, il est long quand même. Hein. Pour l'autoconsommation, il est très très long par rapport à de la revente pure, comme je disais tout à l'heure, à l'un que j'ai fait en 2009. On n'amortira pas en 6 ans l'autoconsommation, sachant que même si les panneaux ont évolué, les prix des installations, ils n'ont pas forcément baissé. Mais par contre, là où je rejoins quand même, c'est que si on veut inciter les gens à faire du solaire, et là, c'est EDF, comme à l'époque, il avait fait, ils se sont mordus les doigts parce que les contrats à 70 centimes le kilowatt d'achat, c'est fini. Il a vite disparu Oui. parce qu'ils ont vu que ça coûtait trop cher à l'État. Si on veut rattraper l'Allemagne un jour, les 10 gigawatts que nous on a, il va falloir peut-être se mettre un peu aussi à racheter de l'énergie, à acheter de l'énergie plus cher aux gens, et surtout à vendre des panneaux de désinstallation un peu moins cher aussi aux gens. S'il n'y a plus de crédit d'impôt, entre guillemets, il faut quand même déjà avoir les reins assez solides pour mettre une installation solaire sur le toit, avant de penser à faire de l'économie. Parce que avant de faire l'économie, il faut déjà rembourser tout ce qu'on a. Parce qu'avant, quand vous ayez une installation, je dis n'importe quoi, de 15 000 euros sur le toit de panneaux solaires, avant que vous ayez mis 15 000 euros d'électricité chez EDF, il y a quelques années quand même. Hein. Oui, c'est sûr que vous, Donc, oui, ça, il y il avait faut y beaucoup penser baissé les avant. factures. Avant, il faut Ouais. amortir avant de dire qu'on fait de la vraie autoconsommation. Donc ça, les Ouais. gens, le problème de la France, c'est ça, c'est qu'on rachète très peu le kilowatt, parce que 10 centimes, je vous dis encore une fois, c'est vraiment rien du tout, hein, sachant que le prix du kilowatt va continuer à augmenter, et que ça ne va pas bouger. Et en plus, il ne faut pas oublier de dire aux gens, c'est qu'il faut d'abord amortir, sachant que les crédits d'impôt, ils sont négligeables maintenant sur le solaire. Donc on n'incite vraiment pas les gens à aller vers le solaire et à rattraper peut-être les Allemands et d'autres pays qui sont bien plus loin que nous au niveau de l'autoconsommation. Non, c'est vrai, vous faites bien de le dire, David, effectivement. Alors, c'est vrai que les panneaux ont baissé. Je pense que les prix de vente des 3 kilos a baissé un petit peu. Quand on voit les statistiques, on voit que ça baisse de manière. Mais pas. En fait, en tout cas, le prix de la pause
a baissé moins vite que le prix d'achat qui a beaucoup baissé. Effectivement, aujourd'hui, à 10 centimes, avant que vous étiez à 70 centimes, 10 centimes, là, le prix des installations n'a pas été divisé par 7. Donc c'est vrai que. Alors après, ce qui est contraignant aussi en France, c'est qu'effectivement, le prix des panneaux baisse. Donc, mais par contre, la main-d'œuvre reste onéreuse parce qu'il y a des grosses contraintes réglementaires. Effectivement, quand on discute avec les artisans, ils disent mais moi, je voudrais bien faire plus de projets, je voudrais bien avoir moins de frais, mais l'assurance me coûte une fortune parce que quand on regarde les frais, les artisans français sont pas plus riches que les artisans allemands, sauf que les artisans allemands, ils font beaucoup plus de projets, ils vendent beaucoup moins cher parce que quand un artisan français doit faire au bâtiment de France, a faire à des contraintes particulières, un changement réglementaire sur les règles d'assurance, sur le matériel intégré, pas intégré, sur tout ça. Eh ben, tous ces coûts que lui a, ces contraintes qu'il a, cette complexité qu'il a, ben, il faut bien qu'il se la fasse rembourser par le client. Donc, du coup, eh ben, il ne baisse pas autant qu'il voudrait le prix des panneaux solaires, enfin de l'installation. Donc, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaye de défendre au niveau quand on prend la parole au niveau des instances de nos chers députés et instances de gouvernement, c'est leur dire simplifier la vie des artisans, arrêtez de leur rendre la vie infernale, et vous verrez que ils pourront être plus compétitifs et du coup ils feront plus de projets et comme dit David, on pourra rattraper les Allemands. C'est vrai qu'aujourd'hui si ça reste cher, alors on a le sens de l'histoire, le vent de l'histoire nous pousse, parce que plus chaque jour qui passe, le prix du panneau solaire baisse, l'énergie électrique coûte de plus en plus cher, donc ça va, voilà, donc l'intérêt de l'autoconsommer va être de plus en plus important, mais c'est vrai que c'est un effort. C'est vrai que c'est pas aussi rentable que ça l'était en 2010, en 2009, que voilà, il faut avoir un peu, voilà, il faut pouvoir sortir l'argent ou faire un prêt sur une période significative pour équilibrer ses comptes. Et c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir le faire parce que bon, ça ressemble quand même, c'est 8 à 10 000 euros maintenant. Donc c'est quand même, c'est pas des sommes qui sont faciles à sortir. Donc c'est vrai que c'est pas. Et puis dans le plan de relance, nous on a demandé effectivement d'avoir des coups de pouce, etc. Et le gouvernement a dit non, le solaire, le prix des panneaux solaires baisse, donc vous devriez demander à votre artisan de baisser le prix. Et là, quand on demande aux artisans de baisser le prix, ils disent oui, mais moi je baisserai le prix quand j'aurai moins de complexité administrative, moins de tracasserie. Alors, il y a Michel qui nous fait un petit commentaire qui dit mais 10 centimes, c'est pour inciter les gens à adapter la taille de leur installation à ce dont ils ont besoin et non chercher à faire de l'argent. Alors, voilà, donc c'est le côté, c'est peut-être effectivement les associations qui ont posé ça. Beaucoup de mes clients cherchent le geste vert, une certaine autonomie, se dégager des gros producteurs et pas faire un placement. Voilà, donc en fait l'idée c'est ça, c'est que ce que dit Michel en 2 mots, c'est que avant que l'autoconsommation, quand on revend tout, c'est comme si on faisait un placement financier. Parce qu'en fait, vous produisez l'énergie, vous la revendez, et donc elle ne passe pas par chez vous, donc du coup, ça ne réduit pas votre facture. Donc c'est plus on investit, et après on a une très bonne rentabilité. Donc c'est vrai qu'il fallait lancer le marché, parce qu'au début, il n'y avait pas de pros en France, il n'y avait pas de pros, il n'y avait pas d'artisans qui savaient le faire. Donc il fallait au début qu'ils aient plus de marge pour pouvoir se lancer dans ce nouveau business, s'intéresser. Donc ils pouvaient vendre cher parce que le particulier avait une bonne rentabilité. Donc ça leur permettait de s'investir, d'acheter du matériel, de se lancer dans ce nouveau métier. Donc lancer une filière, ça coûte toujours de l'argent à ceux qui se lancent. Mais après, le but, c'est au début, ça coûte. Il faut acheter un camion, il faut acheter une échelle, il faut se former, etc. Et après, une fois qu'on s'améliore, et on est plus efficace, on fait plus de chantiers, on forme les apprentis et ça part. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'il fallait effectivement un gros coup de pouce au début. Et ce coup de pouce était assez incitatif. D'ailleurs, voilà, il y a du coup un peu tellement incitatif que le gouvernement a été dépassé par la vague. En 2010, il y a eu un moratoire parce qu'ils se sont rendus compte que le solaire allait 10 fois plus vite que ce qui était prévu de nos chers dirigeants, parce que c'était très intéressant, aussi bien pour le consommateur que pour les artisans, parce que bon, tout le monde vraiment, mais il fallait lancer la filière. On avait 10 ans de retard sur les Allemands, donc il fallait créer cette dynamique. Alors après, ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule en disant voilà, maintenant, il faut pas que le solaire reste un produit financier, il faut que ce soit un produit d'économie d'énergie. Et donc, disons bon, on va essayer d'inciter les gens à réduire la facture et pas mettre le plus de panneaux possible, mais mettre la quantité qui est adapté à leurs besoins. Parce qu'effectivement, avant, quand on revendait la totalité, plus on avait une toiture grande, plus on pouvait mettre de panneaux. Et il y a des gens qui ont mis, des agriculteurs qui ont mis 1 méga en revente totale à 60 centimes. Donc, vous imaginez, 1 méga, c'est des sommes qui sont colossales. Pardon, je coupe. Non, c'était plafonné quand même à la puissance qu'il y avait sur le toit.
On ne mettait Oui, pas oui. un nombre. Après, le prix du kilowattheure descendait quand même. Donc, les gens, Oui. quand on tous les hangars qui ont été couverts de panneaux à l'époque, ils avaient un prix de. Enfin, pour ceux qui avaient investi, ils avaient un prix quand même de retour qui était moins haut que ceux qui avaient investi. Après, je rebondis quand même sur ce que la dame dit. C'est pas faux qu'on y pensait à ça. Mais moi, quand je l'ai fait même à l'époque, en 2009, je pensais quand même aussi à la partie solaire quand même pure. C'était quand même de la production d'énergie qui était. Parce que là, on va finir le contrat en 2029. Personne ne me dira, je ne sais pas quel virage je vais prendre. Est-ce que je vais revendre à 100%? Est-ce que je pourrais le réinjecter dans la maison? On ne sait pas, parce qu'il va y avoir les premiers retours, là, les premiers qui ont commencé Ouais. d'ici 2026, je pense 2027. C'est ça, 2027. Ouais, ouais. Ils vont être en fin de contrat. Donc, qu'est-ce qu'on va leur proposer? On ne sait pas. Donc, on Je va veux dire dire, je veux dire. à ce moment-là, de toute façon, dans tous les cas, il y aura quand même une partie, ils pourront se la réinjecter dans la maison s'ils veulent, et ils pourront faire aussi l'autoconsommation. Donc, oui, peut-être à l'époque, les gens pensaient aussi à ça parce qu'il y avait un engouement, mais d'un autre côté, il y avait un peu le côté économie écologique, quoi, voilà. Les gens, Ouais, non, mais ils pouvaient toujours. l'amortir rapidement et ils pouvaient, voilà. Mais ils ne pensaient pas qu'au placement. Enfin, moi, en tout cas, je ne pensais pas qu'au placement. Voilà. Non, non, mais, mais en tout cas, une manière de lancer le marché. Et à un moment donné, on peut pas, voilà, pour lancer un marché, il faut que ce soit intéressant parce que les gens, ils disent, oui, mais moi, je veux bien faire un geste pour la planète, mais il faut pas que ça me coûte, voilà, que ça me grève trop mon budget parce que du coup, c'est pas incitatif. Donc, l'idée, c'est que, surtout que enfin, ce qui était bien avec le solaire, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que on peut faire un placement qui est intéressant, enfin, et faire un geste sur la partie transition énergétique. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois que vous, David, ou vous, Alain, vous mettez de l'argent dans du solaire, c'est de l'énergie qu'on ne produira pas en charbon, en gaz ou en nucléaire. Donc, du coup, c'est des investissements qu'il n'y aura pas à faire quelque part, parce que nos impôts n'auront pas à financer, parce que du coup, à un moment donné, il va falloir de l'énergie. Les centrales nucléaires sont en train d'être rafistolées pour pouvoir maintenir le plus longtemps possible, encore 10 ou 20 ans. Mais du coup, ça coûte de l'argent, voilà, même si elles sont amorties, ça coûte 1 milliard par centrale. Donc, à chaque fois que les citoyens font un effort, et c'est pour ça d'ailleurs, il y a une notion de prime à l'investissement, c'est parce que pour dire, voilà, quand le citoyen joue le jeu et met son argent, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans nos impôts. Donc, effectivement, il y a toujours ça, et cette dualité qui avance. Mais c'est vrai que c'est moins incitatif, mais l'idée, c'est que les modèles évoluent. Alors, juste pour voir un petit peu comment ça, d'où on vient et où on va. Au début, effectivement, on était sur une revente totale, parce qu'il n'y avait que ça, parce qu'on ne pouvait pas dire aux gens, mettez des panneaux solaires. Vous allez voir, parce que les gens disaient, non, mais moi, j'ai payé 20 ou 25 000 euros mon installation de 100 kilos, je ne vais jamais amortir. Il va falloir 50 ans pour amortir ma. Donc, il fallait forcément un tarif de rachat attractif. Donc, David, vous avez la chance d'en profiter avec un tarif à 70 centimes le kilowattheure, ce qui est quand même énorme, mais qui est pas durable, parce que c'est vrai que les gens qui sont opposés aux énergies renouvelables disent, oui, mais vous vous rendez compte, ils ont fait des calculs, ça coûte des milliards à l'État pour une production qui reste modeste à l'échelle globale. Hein. Donc, il y a eu quand même pas mal d'opposants qui ont râlé. Et donc, la réponse, c'est de dire, oui, mais c'est des grosses rémunérations, mais il fallait lancer le marché. Maintenant que le marché est lancé, voilà, on va entretenir. Donc, on ne pouvait pas non plus maintenir des prix comme ça. C'était pas raisonnable. Donc, dans un premier temps, comme les panneaux étaient très chers, puisque les panneaux, il faut bien voir que en 10 ans, le prix a été divisé par 20, hein, des panneaux solaires. C'est une baisse qui est colossale. Hein. C'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il y a une loi qui s'appelle, c'est la loi de Svensson, qui fait qu'à chaque fois qu'on double la capacité de production des panneaux solaires, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles machines qui vont fabriquer des panneaux solaires, chaque nouvelle génération de machines produit des panneaux solaires à un prix plus bas. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différenciation, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui bossent pour fabriquer des panneaux solaires, et la manière de se différencier par rapport à leurs concurrents, c'est d'arriver à promettre de vendre des machines qui fabriquent des panneaux qui coûtent moins cher en fait à fabriquer. Parce que c'est ça en fait, parce que le design d'un panneau solaire, on s'en fout un peu. Voilà, il y a pas grand chose. C'est pas comme un vêtement ou comme un téléphone où il y a un peu de marketing là sur un panneau solaire. C'est juste ce qu'il faut qu'ils produisent, qu'ils soient fiables sur 25 ans ou 40 ans et qu'ils produisent une énergie pas trop chère. Donc du coup, on a cette baisse régulière. Et à chaque fois, donc tous les 20 mois, à peu près, on double la capacité de production de panneaux solaires sur Terre. Et donc, ça s'accélère. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle génération de machines, le prix baisse de 20%. Et donc, à la fin, ça fait des baisses qui sont très, très importantes. Donc, au début, il fallait un peu une aide massive de l'État. Donc, voilà, c'est pas l'État, hein, c'est nous tous qui avons payé. Hein, parce qu'en fait, c'est pas payé par nos impôts, c'est payé par une taxe qui est la CSPE qu'on paye tous en tant que consommateurs d'énergie en France. Donc, c'est la CSPE qui paye les aides. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça représente à peu près 2,3 centimes
par kilowattheure. Donc, c'est pas négligeable, mais ça pèse. Et c'est plafonné et le reste est pris dans la taxe sur le carburant. Mais bon, effectivement, on ne pouvait pas continuer comme ça, parce que sinon, aujourd'hui, si on avait continué à racheter à 50 centimes ou 70 centimes le kilowattheure, tous les Français paieraient entre 5 et 10 centimes en plus, rien que pour payer. Donc, c'est vrai que c'était des montants très importants. Donc, il fallait trouver un peu quelque chose de raisonnable pour continuer à inciter les gens sans non plus gréver trop la facture de tous les autres. Donc, c'était un premier débat. Ensuite, là, on est actuellement dans une période d'appel d'offres, c'est-à-dire que le gouvernement fait des appels d'offres et essaie de retenir des entreprises. Alors, ça ne correspond pas aux particuliers, c'est que ces appels d'offres, c'est des gros projets. Et ils disent, celui qui propose l'énergie la moins chère, je lui achète son énergie et je m'engage à lui acheter à ce prix-là pendant un certain nombre d'années. Donc, là, on est dans cette période-là. Et là, on va rentrer dans une troisième période où là, ça sera le marché libre. Donc, c'est-à-dire que, David, vous, quand vous arriverez parce qu'avec vos panneaux que vous avez installés en 2009, en 2029, vous arrivez avec vos panneaux. Donc, vous allez le vendre au marché. C'est-à-dire qu'au marché, c'est-à-dire que vous allez dire, bon voilà, moi j'ai plus de contrat, donc je suis hors contrat, donc maintenant, qui en veut? Et donc aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui peuvent dire, moi ça m'intéresse de vous acheter votre énergie à tel prix, et donc ce sera l'offre et la demande en fait. Et eux, ils font le calcul par rapport à combien ils vont vous acheter, et vous ferez vos calculs et vous direz, ok, tu me le rachètes. Alors eux, je ne sais pas à quel prix sera le kilowattheure dans 10 ans, hein, mais eux, vous pourrez faire le calcul, soit vous leur vendrez un contrat à ces gens-là, soit vous dites, non, finalement, ces panneaux-là, je vais les raccorder, je vais augmenter mon autoproduction et je vais rajouter cette énergie que je consomme sur place parce que finalement, je préfère réduire, parce que dans 10 ans, vous imaginez bien que le kilowattheure, il va pas. Aujourd'hui, on a 10 centimes. Je pense que dans 9 ans, on va être à 25 ou à 35 centimes. Donc, je pense que ça sera peut-être intéressant de tout garder pour maximiser votre autoconsommation en hiver, notamment, parce que c'est vrai que si en hiver, vous produisez moins, ça serait bien d'avoir plus de panneaux. Et ensuite, le surplus, un petit contrat avec un fournisseur pour vendre le surplus, ou moi, vraisemblablement, je pense que le plus probable, c'est ce qui arrive là, qu'on va voir arriver, j'espère, l'an prochain, c'est l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous associer avec de discuter avec vos voisins dans un rayon de 10 km et de faire partie d'une assoce. Et vous déclarez ça à Enedis sous forme d'assoce. Et ensuite, on compte de manière globale. Et ce que vous ne consommez pas chez vous, c'est vos voisins qui le consomment. Et à l'inverse, quand eux sont en vacances et qu'ils ne consomment pas tout et qu'ils vous le renvoient, et c'est un peu comme ce qu'on fait des fois dans la maison quand on a un arbre fruitier. Quand il y a une grosse production, on le donne à ses voisins. Et puis quand les voisins produisent, ils nous le donnent. Donc, c'est un peu le principe de solidarité locale. Donc ça, c'est possible par la loi. C'est bloqué par le régulateur de l'énergie, puisqu'aujourd'hui, l'État, le député l'ont voté, les députés européens l'ont voté, les députés français l'ont voté, mais on a du gros lobbying en France par les gros acteurs historiques qui n'ont pas trop envie que les gens s'organisent à l'échelle locale. Donc, ils bloquent au niveau du régulateur, mais le régulateur ne pourra pas bloquer pendant 50 ans, donc il va être obligé de lâcher un jour parce qu'on va payer des amendes parce qu'on n'est pas en règle par rapport à ce que demande l'Europe, donc ça serait quand même dommage. Et ça, effectivement, vous pourrez je pense que cette loi, elle a 3-4 ans. Je pense que dans un an ou deux, elle sera appliquée en France. Et donc là, David, je pense que le plus intéressant pour vous, ce sera de faire de l'autoconso collective et de revendre votre énergie dans le quartier. Donc c'est déjà le cas actuellement dans quelques expérimentations qui ont lieu en France. Mais comme c'est très contraignant actuellement par la CRE, parce que d'ailleurs, c'est le régulateur qui s'appelle la CRE, il est venu aussi en café débat. On l'a invité il y a 3 semaines. Ils sont venus discuter, ils nous expliquaient qu'ils avaient un petit peu peur que ça s'emballe, comme en 2010, que ça parte trop vite et qu'après, ils se retrouvent avec beaucoup de choses à payer aux gens. Donc, ils ont mis un peu des freins. Et là, ils vont ouvrir un peu les freins apparemment à partir de cet été. Donc, c'est des sujets qui vont arriver. Donc, ce sera des nouvelles manières de consommer l'énergie. Voilà. Et le problème des batteries, alors ça risque d'évoluer, ça ou pas? Alors aujourd'hui, les batteries sont assez onéreuses. C'est-à-dire qu'en mobilité, pour une voiture électrique, c'est rentable parce qu'effectivement, faire un plein à moins de 10 €, on se dit c'est quand même chouette. Par contre, pour un particulier, s'équiper d'une batterie, quand on fait les calculs pour un particulier, par rapport à la taille de la batterie, par rapport au nombre de cycles qu'elle peut faire, ça rajoute entre 15 et 20 centimes par kilowattheure. D'accord. Parce que, voilà. Et donc, du coup, si vous mettez donc une batterie et que vous produisez chez vous, allez, je veux dire à 7-8 centimes, plus 15 centimes de stockage, ça fait 23-24 centimes, alors que EDF vous le vend à 18. Vous dites panneau solaire plus batterie, c'est pas vraiment intéressant pour le moment de le faire. Par contre, si les batteries venaient dans 5-6 ans à baisser, effectivement, à partir du moment où elles coûteront 10 centimes,
là, ça va commencer à devenir bien. Mais ça va être il faut attendre encore 5-6 ans avant que les batteries soient intéressantes par rapport à ça. Alors après, les seules batteries pour l'instant qui sont rentables, c'est des très grosses batteries qui sont dans des conteneurs, qui font du service réseau, qui permettent effectivement d'éviter des pointes, mais c'est pas pour les particuliers, quoi. C'est vraiment pour les grosses installations. Après, ce qui va arriver aussi, c'est peut-être, et là, c'est en train de beaucoup discuter, on en discute beaucoup avec les voitures électriques, c'est-à-dire qu'en fait, les voitures électriques vont être bidirectionnelles. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à acheter une batterie, qu'il va falloir que vous amortissiez sur une durée de vie, etc., et pas mal de gens disent oui, mais les gens auront des voitures électriques, puisque en fait, les voitures thermiques vont s'arrêter on pense vers 2026-2030, vont arrêter d'être commercialisées. Donc tout le monde va passer et puis comme une voiture en France, c'est 10 ans, donc à partir de 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Donc le parc va s'électrifier massivement. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, ma voiture qui est garée, elle peut me servir, je peux utiliser sa batterie et elle va rendre des services pour pouvoir effectivement utiliser mon surplus d'énergie ou pas. Donc après, voilà, donc il y aura des mécaniques qui vont se mettre en place. Alors, c'est des calculs qui sont un petit peu compliqués parce que c'est vrai que si vous utilisez votre batterie, donc c'est votre batterie de voiture, elle va faire des charges et des charges. Donc, elle va s'user un peu plus vite que si vous ne l'utilisez pas pour faire du stockage de votre maison. Mais ça sera des calculs à faire. Après, vous dites, voilà, ça sera, bon, si je baisse de 20%, si j'augmente de 20% l'usage de ma batterie, est-ce que je vais le retrouver dans ma facture d'énergie? Donc, c'est des calculs un peu compliqués, mais qui vont avoir lieu. Et après, ça sera en tout cas, ce qui sera sûr, c'est que la voiture électrique, elle va se recharger. L'autonomie augmente. On voit bien les nouvelles Zoé, là, elles font 400 km. Les gens ne vont pas recharger tous les jours. Parce que bon, la plupart des Français font pas 200 km tous les jours, donc pour aller à leur boulot. Donc en moyenne, en France, je crois que c'est 30 km par jour, quoi. Donc du coup, quand on a une batterie qui fait 400 km, on va recharger peut-être une fois par semaine, et autant recharger au moment où il y a beaucoup de soleil et que l'énergie sur les tarifs, notamment les gens qui sont chez Barry, qui ont un facture dynamique, et quand l'énergie est négative, c'est le bon moment pour recharger sa voiture. Donc ceux qui ont la possibilité de recharger au bon moment. Alors bien sûr, quand on part en voyage, on peut pas choisir, hein. On prend l'autoroute, on ne peut pas attendre que le tarif baisse, mais on part en vacances une fois par an et tous les jours de l'année, on est chez soi et on peut effectivement essayer de jongler avec ça. Donc, effectivement, les batteries, moi, je vois bien dans la partie voiture, mais par contre, en domicile, ça va être un peu compliqué. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la batterie virtuelle aussi, je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout. Il y a des fournisseurs qui vendent des solutions de batterie virtuelle, qui disent que c'est pas une batterie que vous avez physiquement chez vous, mais qui est dans le réseau, et que le surplus vous le donnez gratuitement et il vous le redonne au moment où vous avez besoin. Mais le problème, c'est que la loi française est faite d'une telle manière que pour le reprendre, vous devez repayer les taxes et le prix de transport. Et du coup, c'est pas forcément très intéressant. Alors, c'est plus intéressant que d'avoir une batterie physique, parce que ça coûte pas 15 centimes le kilowattheure, mais ça coûte quand même plus de 10 centimes le kilowattheure de stockage. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Mais il y a des mécanismes qui vont arriver et qui vont vous proposer. Il y a des gens qui vont vous proposer des offres tarifaires, des fournisseurs d'énergie qui arrivent et qui vont vous proposer des offres globales dans lesquelles ils vont dire pas de problème, on vous aide, on vous met des panneaux, on vous propose de passer chez nous comme fournisseur, le surplus on va le gérer et puis on va s'engager à coûter moins cher que EDF, et puis ce sera des offres, parce que ça va devenir, enfin voilà, vous voyez, le but c'est que quand c'est trop compliqué, les gens, puis c'est compliqué quand même de s'intéresser à tout, de voir toutes les lois qui changent, donc l'idée c'est d'essayer de simplifier ça pour que ça ne devienne pas incompréhensible, parce que c'est vrai que là, avec tous les fournisseurs qu'il y a, avec toutes les offres qu'il y a, ça devient un vrai casse-tête. Donc l'idée, c'est pour moi, à mon avis, celui qui va l'emporter, c'est celui qui sera capable de proposer une offre simple, comme dans les télécoms. Là, ils ont inventé la triple play. Vous avez une box pour télévision, internet et téléphonie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement pour l'un, pour l'autre, etc. Donc, je pense que ceux qui vont proposer des offres simples vont faire des heureux et vont avoir surtout des clients. Donc, c'est là-dessus qu'on va avancer. Alors, il est 19h24, il nous reste 6 minutes sur ce café débat. Alors, quel conseil vous donneriez, vous, Alain, par exemple, et après, aussi à David, à des gens qui hésitent aujourd'hui, qui se disent tiens, est-ce que j'y vais, l'autoconsommation? Alors, quels sont, voilà, vous qui avez un peu d'expérience par rapport à ça, quelles sont effectivement les choses les conseils que vous donneriez? Alors, je pense que moi, j'ai eu l'expérience. La première fois, j'avais pas suffisamment pris de panneaux. C'est-à-dire de bien faire l'étude déjà du besoin que l'on a. Ça, c'est la première chose. Ensuite, choisir un bon installateur. Oui. Alors, comment vous faites pour choisir un bon installateur? En général, on fait 3 appels d'offres et puis on choisit. Ou alors, si on a la chance de connaître quelqu'un qui est déjà passé par un, voilà.
Moi, D'accord. je l'ai Ouais, fait. 3 devis. Ouais, c'est bien, c'est exactement ce que je conseille. Faire 3 devis, c'est super. Et puis, si on connaît quelqu'un qui est content de son artisan, Voilà. bah, on peut faire appel au bouche-oreille, quoi. C'est quand même, Oui, c'est super. exactement. Ouais. Ok. Merci, Alain. Et vous, David, alors, c'est quoi les conseils que vous donneriez Alors à moi, quelqu'un qui voudrait se dire, bah, tiens, moi, je vais faire comme David, je veux faire de l'autoconsommation. Qu'est-ce que vous conseilleriez? alors, moi, je rejoins Alain déjà sur le fait que c'est vrai qu'il faut calculer la bonne puissance par rapport à ce qu'on a besoin. Parce que c'est vrai, bon, moi, j'ai eu le cas où des personnes sont venues me vendre une puissance qui, pour eux, ils estimaient que c'était suffisant. Et moi, j'ai fait un peu le calcul personnel et ils étaient en dessous. Et en effet, ils étaient vraiment en dessous. C'est-à-dire que un peu comme Alain, il a dit, j'ai rajouté un panneau après. Moi, si j'avais suivi leurs conseils, oui, j'aurais fait comme Alain, j'aurais dû rajouter pas mal de panneaux. Moi, le Ouais, problème que j'ai trouvé, et ça coûte plus cher après de rajouter, parce que du coup, voilà, quand ils viennent faire, c'est ça. Donc, voilà. du coup, c'est vrai que quand on le prévoit Et bien du premier coup, c'est mieux, mais c'est pas facile, parce que c'est pas évident de rentrer dans ce monde-là quand on n'a c'est pas de ça, box, enfin, on c'est se rend pas ça. compte, c'est Ah, compliqué, hein, je me mets à votre place, c'est pas évident, ouais. quoi. Après, je rebondis sur le fait aussi, bon, moi, j'ai eu un peu la malchance, c'est-à-dire que j'ai eu un ami, oui, l'ami que je parlais tout à l'heure, qui avait l'installation. Il m'a donné la même société avec qui il avait travaillé. Donc, en fait, c'est une personne qui est revenue ici pour. Le problème, c'est que oui, j'ai eu la même société, mais non, j'ai pas eu les mêmes ouvriers. Et moi, Ah, l'installation sur le toit, ça a été catastrophique. J'ai dû ah, monter sur le toit. Les mecs, ils ont vraiment travaillé, excusez-moi le terme, comme des margoulins. Ça a été, voilà. quel Donc, dommage. j'ai pas été content. Il y a eu cassage de tuiles, il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau. Donc, il a fallu que je fasse revenir, donc que je fasse plusieurs courriers, des appels à la société. Ils ont fait revenir en fait cette personne de Montpellier là, qui lui était vraiment bon, bon, c'est pas pour Comwatt, mais qui connaissait bien l'installation Comwatt parce qu'il m'a tout reparamétré Comwatt aussi. La personne qui est venue m'installer Comwatt avait même pas mis les bagues d'ampérage comme il fallait. Ils étaient juste enclenchés dans. Donc, j'ai eu que des soucis au niveau de l'installation Ah, pure. Alors certes, le temps fait le travail, c'est-à-dire qu'après on oublie, mais je peux vous dire que les 3 premiers mois, 4 premiers mois, et surtout qu'ils m'ont installé ça en juillet et il y a eu l'hiver qui est arrivé derrière, avec des bonnes pluies, et franchement, ça a été plus des galères qu'autre chose, donc bon, je me suis bien ouais. énervé, c'est vrai que la première installation que j'avais eue en 2009, ça avait été un caviar, ça a été le top, sauf que ces personnes-là, j'avais eu d'autres contacts et un meilleur prix. Et en plus, le retour d'expérience de mon ami qui l'avait fait installer quasiment un mois ou deux avant moi. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, oui, c'est bien écouter les amis, parce que s'ils ont une bonne expérience, c'est bien. Mais attention, malgré ça, et la Eh oui. personne que je vous dis qui est venue réintervenir chez moi, a eu aussi à refaire plusieurs installations après la mienne, du même constructeur avec les mêmes margoulins, quoi. Voilà. Ouais, non, il y a un côté aléatoire Voilà. qui est Et, et fatigant, ouais. après, et après, je comprends aussi les gens parce que moi, j'en fais partie. On touche la toiture. Et comme on dit, quand on touche la toiture d'une maison, surtout quand on fait une intégration de toiture, on détuile la maison. Donc, on la rend, surtout si on est fermette, et qu'on rend la maison si l'installation a mal été faite, on risque de faire entrer de l'eau dans la maison et ça peut vite devenir un gros, gros problème. Ah oui, oui, c'est clair. Et on part sur une bonne intention à faire du solaire. Et malgré toutes les bonnes, des fois, les bonnes garanties que le vendeur vient vous promettre, ceux qui viennent faire le travail, c'est pas forcément ceux qui vous ont fait les beaux devis. Voilà. Oui, Donc oui. ça, Non, c'est pas c'est pour, rarement. c'est Ouais. pas pour bloquer les gens, parce que bien sûr, l'installation, le projet, il est intéressant et on en parle ce soir depuis quasiment 1 heure. C'est bien. Mais par contre, attention, c'est parce que dans ces entreprises, il y a pas mal, c'est des ouvriers en eux-mêmes. D'ailleurs, moi, je les ai fait remonter. Comme quoi, ceux-là, là, même, j'ai eu le président de la boîte qui m'a d'ailleurs fait des gestes commerciaux importants parce que je suis remonté jusqu'au président parce que je n'avais marre, en fait, sans être péjoratif, d'avoir des gens qui toujours me roulaient dans la farine. Et pour dire que ces ouvriers-là, il ne fallait plus les faire venir sur des chantiers parce qu'un jour ou l'autre, il allait avoir des soucis, mais des soucis graves, c'est-à-dire même au niveau Ouais, sécurité. Voilà. ouais, Donc ouais, c'est clair. maintenant, tout a été repris, tout est nickel et tout, et je suis content, tant mieux. L'installation me donne ce qui a été promis. La partie pure du matériel, elle travaille très bien aussi, au niveau de Comwatt qui est à part aussi. Mais c'est vrai que le début n'a pas été prometteur du tout. Ouais, Et donc du deuxième, coup, c'est. Ouais. ce que je trouve aussi regrettable, c'est que l'État français et les banques ne fassent pas plus de taux d'intérêt, entre guillemets, verts pour des gens qui voudraient investir dans le solaire. Vous Parce avez que raison, quand j'ai fait le tour des banques,
au niveau des taux, c'est comme si vous faisiez des travaux pour toute autre Pour une salle de bain, pour une salle de bain ou pour une voilà, cuisine. voilà. Alors que, Et pas pour on vous fait des offres pour de l'isolation ou de la toiture et tout. Par contre, pour du solaire, il n'y a pas de grosses offres, des taux, mettons, à 0,5% ou à 0,9% pour inciter aussi les gens. Et ça, je pense que si vous avez des contacts en haut lieu, même par rapport à des banquiers et tout, ça pourrait être intéressant et un supplément encore pour inciter les gens à le faire. Donc, moi, c'est toujours une idée, ça, David. C'est vrai que voilà, de faire la démarche, les gens, parce que oui, on s'y retrouvera tôt ou tard et c'est bien de faire ce geste-là parce qu'il est aussi écologique à la base. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire attention et de retour d'expérience à prendre autour de gens qui ont pu avoir. Moi, par exemple, en 2009, j'ai visité 5 maisons qui avaient eu des installations solaires pour voir le travail qui a été fait. Chose que je n'ai pas pu faire avec cette installation-là que j'ai fait il y a 2 ans. Puisque j'avais qu'un collègue qui l'a fait, et pourtant, il a eu une super installation. Mais il n'a pas eu les mêmes ouvriers. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire bien attention, même des grosses firmes qui font du solaire à grosse échelle dans la France, hein, nationalement. On peut avoir des contacts locaux qui sont loin d'être de valeur. Voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup, David. C'était très intéressant sur ce retour. Ok, on arrive à la fin. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci David, merci Alain pour votre témoignage. Ça nous a permis effectivement d'avancer. Merci à Didier pour son push content. Donc les gens sont contents effectivement d'avoir débattu avec vous et c'est un sujet qui est passionnant. Et puis merci effectivement de tous ces retours. Et puis donc demain on va monter effectivement vos témoignages et on les mettra sur les réseaux sociaux. Donc je vous souhaite à tous une bonne transition énergétique et à mardi prochain pour le prochain Café Débat. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ciao.